Nouveau format sur la chaîne Querelle, Regard croisé, une émission d'interview dans laquelle j'ai envie d'aller à la rencontre d'horizons différents. J'ai envie d'aller voir des stand-uppers, d'aller voir des auteurs de BD, d'aller voir des vidéastes généralistes sur YouTube et d'interroger leur cinéphilie. Je suis très heureux de commencer ce premier numéro avec Le Tropper, un vidéaste YouTube que je suis depuis quelques temps et qui m'a interpellé par son approche littéraire de l'analyse filmique. J'ai piqué à Samir sa première question et cela va donc devenir une tradition chez Querelle. Peux-tu nous parler d'une image qui t'a particulièrement marqué dans ton enfance? Générique. Moi, il y a une image qui me reste en tête, ça vient d'un jeu vidéo. C'est dans Zelda Ocarina of Time. C'est cette image au tout début du cauchemar que fait le personnage principal, Link, et où c'est un tout petit garçon, un enfant, qui se retrouve face à un gigantesque cheval noir qui se cambre et puis qui lui fait peur, quoi. C'est un cheval terrifiant avec dessus le grand méchant. Où tu vois juste ce gamin. Moi, je me souviens, ça me terrifiait à l'époque, et en même temps, je me disais, ça c'est l'aventure, quoi. C'est ce frisson, c'est ce côté, ça fait peur, mais en même temps, ça donne envie d'y aller, quoi. Et je pense que c'est un petit peu ce qui résume ce qui m'intéresse beaucoup souvent dans les histoires. J'aime beaucoup les histoires qui font peur, dans lesquelles les personnages se retrouvent face à une adversité incroyable par rapport à leurs capacités, et où ils y vont quand même. Je pense que ça, c'est vraiment une image qui m'a beaucoup marqué et qui est restée avec moi. Ah, c'est intéressant ça. Et quand tu l'as découverte, tu étais seul face aux jeux vidéo, tu étais avec quelqu'un, c'est toi qui jouais, tu regardais quelqu'un jouer ou comment ça s'est passé? Alors bon, les souvenirs sont vagues parce que Mm. c'est un souvenir récurrent, hein. J'ai très souvent commencé les nouvelles parties, mais je devais avoir 4 ans, et je devais être avec mes frères, je pense. Et ils avaient dû se dire, allez, on va laisser le petit frère faire sa partie pendant 5 minutes, sans doute parce que ma mère avait dit, laissez-le jouer. Et du coup, oui, je devais être avec mes grands frères. On s'adresse à toi parce que sur ta chaîne, tu parles du cinéma, Mhm. mais pas que en fait. Tu as plusieurs casquettes et tu parles plutôt de la culture un peu geek en général. Et alors ça peut aussi être, tu parles de la guitare, tu parles de plein de choses comme ça. Du coup, quelle place occupe le cinéma pour toi dans ta formation? Est-ce que c'est quelque chose qui a été à égalité avec les jeux vidéo ou tu mets les jeux vidéo en premier ou voilà, comment ça a nourri ton imaginaire, tout ça? Moi, je le mettrais à égalité avec le jeu vidéo, clairement. Ouais, il y en a pas un qui m'a plus formé que l'autre. Peut-être que le cinéma m'a intéressé plus tôt, en dehors de le consommer, le fait justement de le faire, ce qu'il y a derrière, quoi. Parce que quand j'étais petit, encore une fois, j'avais des VHS chez moi, et il y avait notamment une VHS du making of du Retour du Jedi. Et du coup, cette cassette m'a fait découvrir le fait que les films, derrière, il y avait plein d'équipes, il y avait plein de choses pour les rendre réels. Et ça m'a fasciné. Et très très tôt, j'ai été intéressé par comment faire des films, comment faire. Je faisais des films avec mes frères, encore une fois, avec la caméscope, on refaisait des scènes de films. Et ça me fascinait. Le jeu vidéo, ça a mis plus de temps avant que je me rende compte que s'il y a des gens qui font ça derrière, il y a bel et bien des développeurs qui travaillent dessus. Et c'est un travail qui est assez similaire à celui du cinéma au final, surtout maintenant. Mais le cinéma est peut-être arrivé plus tôt dans le sens où c'est quelque chose où je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut rejoindre, sur lequel on peut se dire, c'est des gens qui le font, donc je peux faire partie de ces gens. Ou alors, en tout cas, je peux faire partie des gens qui s'y intéressent. Donc ça t'a attiré dès le début. Quand on te demandait ce que tu voulais faire quand tu étais petit, ça avait trait au cinéma ou c'est... Alors, quand j'étais petit, je voulais être inventeur. D'accord. Voilà, je voulais être un inventeur. Et ensuite, c'est juste que je me suis rendu compte que j'avais pas très envie de faire de longues études d'ingénierie. Mais en fait, au final, un truc qui m'a beaucoup intéressé dans le cinéma, c'est qu'il y avait ce côté inventé. On invente à la fois des histoires, mais aussi des façons de les raconter. Les effets spéciaux m'ont toujours aussi fasciné. C'est un truc que je trouve incroyable, la façon dont on peut donner vie à un univers complètement fantastique, ou même un univers réaliste, mais en le rendant expressif. Donc les effets spéciaux aussi ont été une grande porte d'entrée pour moi dans mon intérêt pour ce qui se passe derrière
derrière les films. Et du coup, quand on commence à décortiquer les effets spéciaux, on se rend compte que la technique qui fait que on peut regarder comment les effets spéciaux sont faits, elle peut s'appliquer aux histoires aussi. Alors, il y a une technique dans la narration, comme il y en a une dans les effets spéciaux. Il y a des secrets, il y a des cordes, il y a des ficelles. Et c'est un peu comme ça que je me suis petit à petit dirigé vers ce que je fais sur ma chaîne, c'est-à-dire essayer de décortiquer les histoires. Effectivement, on sent les prémices là. Tu me cites une cassette de making-of. Après, je suppose que tu regardais aussi les émissions qui décortiquent les effets spéciaux, les choses comme ça. Et on est un peu aux sources de ce que tu vas faire après avec le Trooper, c'est-à-dire décortiquer les choses et en montrer le tropisme, aussi les clichés, etc. Donc c'est intéressant de voir que déjà enfant, tu t'interrogeais. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, je pense que j'ai toujours été curieux. Et à mon avis, c'est de là que ça vient. C'est que quand je voyais quelque chose, j'avais envie de me dire comment ça marche, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne à l'intérieur. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a guidé par là. Et tu parles d'une fratrie. Alors, du coup, ça me pose la question des passeurs. Est-ce que qui t'a fait découvrir un peu de tout ça? Où tu te situes dans la fratrie? T'es plutôt au milieu? Le tout dernier. Le tout dernier. Le dernier de trois garçons. Mais alors le niveau de la passation, en tant que dernier, du coup, c'est moi qui récupérais toutes les affaires de mes grands frères. Je vois ça, t'as encore la chemise de ton grand frère. Non, même pas celle-là, elle est à moi pour une fois. Il y en a dans mes affaires qui sont pas à moi, que j'ai récupérées. Elles me vont toujours, donc j'aimais. Mais oui, non, j'ai récupéré beaucoup d'affaires de mes grands frères, donc les jouets, évidemment, et ça veut aussi dire les cassettes et les jeux vidéo. Et donc, voilà, j'ai beaucoup d'écart avec mes frères. Mon plus grand frère a 12 ans de plus que moi, l'autre en a 7. Donc, j'ai un peu eu quand même une enfance de fils unique, plus ou moins, au fur et à mesure que mes frères grandissaient et qu'ils s'en allaient de la maison, je me retrouvais tout seul. Et je me suis retrouvé avec leurs affaires. Donc, plus indirectement, il y a eu cette passation parce que j'avais les cassettes de films qui étaient bien trop violents pour moi à 10-11 ans. Je me souviens, Fight Club, j'avais avoir 10 ans quand je l'ai vu, mais c'était une cassette de mon frère, par exemple. Et du coup, il y a eu cette passation un peu indirecte en cachette où j'ai fouillé dans leur trésor. Donc ça venait de ton fait, en fait. C'est pas eux qui ont cherché à te montrer de la transgression. Toi-même, tu as trouvé. Ouais, c'est moi qui ai cherché. Eux, ils étaient trop occupés à vivre leur vie d'adolescent. Et moi, j'étais terriblement curieux. Il y avait des affaires, des choses que j'avais pas le droit de toucher. Évidemment, c'est le premier truc que je voulais toucher. Et donc, tu parles de cassettes vidéo. Est-ce que c'est ton approche privilégiée par rapport au film, ou tu avais aussi une approche cinéma, une approche télé, une approche Internet? Les cassettes, c'était un petit peu mon jardin secret parce que c'était le truc auquel j'avais accès quand j'étais seul à la maison. C'était les films que je regardais seul. Alors que quand il s'agissait de la télé ou bien du cinéma, c'était avec la famille. Donc avec mes parents, j'allais beaucoup au cinéma. Ma mère aime beaucoup les films, donc on en a vu beaucoup ensemble jusqu'à très tard. Ça a toujours fait plaisir d'aller voir des films avec ma mère. Et mon père un peu moins. Il aime bien, mais il est plus casanier, il est plus télé. Et j'ai regardé des films à la télé avec mes parents longtemps, mais je pense qu'il y avait un côté plus privilégié dans les cassettes parce que c'était un moment un peu intime où si jamais je voulais arrêter le film, revenir en arrière parce que j'avais vu quelque chose qui m'intriguait, je pouvais. Ça embêtait personne. Et j'ai beaucoup fait ça avec les cassettes, justement, la possibilité de revenir en arrière, de faire arrêt sur image, c'était une merveille. Je pouvais découvrir des choses incroyables. Alors, on en revient au fait que tu décortiques et que tu aimes bien analyser, en fait. Tu aimes bien percer l'image, en fait. Oui. Je pense que ça peut énerver des gens parce que souvent, moi, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est aussi ce qui m'a mené après à aller travailler un peu dans le doublage, où j'avais envie justement de faire partie de cette industrie un peu secrète qu'on aime ignorer. Quand on regarde un film me doubler, on n'a pas envie de penser au doubleur dans sa cabine, mais d'ailleurs c'est le métier du doublage, c'est de ne pas être remarqué. Mais moi j'avais envie de voir ça, et du coup maintenant je suis insupportable parce qu'à chaque fois qu'on regarde des films, je dis ouais, ça c'est lui, je le connais, j'ai travaillé avec.
Alors, je ne connaissais pas cet aspect de ton parcours. Donc, tu as fait du doublage, pourquoi? Pour de l'animation, pour du... Alors, j'ai travaillé dans une boîte de doublage après mes études, pour mon stage de fin d'études, et ensuite j'ai été engagé. J'étais à la production. Je travaillais pas comme comédien, mais D'accord. dans la production, comment travailler avec les comédiens, justement les contacter pour qu'ils viennent faire des enregistrements, organiser les emplois du temps. Donc, j'étais un engrenage dans la machine. D'accord. C'était intéressant. Tu parlais de la VHS, mais est-ce que tu as connu les autres moyens de voir du film? Quelles étaient tes autres sources? Eh ben, je me souviens de mes premiers DVD qui sont arrivés du coup quand c'était. J'avais une PlayStation 2, donc le jeu vidéo joue encore un rôle, mais on n'avait pas de lecteur DVD et la PlayStation 2 pouvait faire lecteur DVD, donc ça a été le moment où j'ai pu commencer à avoir des DVD. Et au début, j'avais 2 DVD que j'ai regardés en boucle, mais juste parce que c'était les seuls que j'avais. Alors que les VHS, j'en avais une grande collection et je pouvais changer régulièrement, mais comme j'avais des DVD, que c'était nouveau, je regardais que ces 2 DVD-là une fois que je les ai eus. C'était lesquels, du coup? C'était Le jour d'après de Roland Emmerich et Harry Potter 3, D'accord. mais que je connais par cœur. C'est des films, je les ai saignés. D'accord. Et pareil, les bonus, Les les bonus, commentaires audio et tout ça. et justement, dans ces DVD-là, il y avait sur celui d'Harry Potter 3, il y avait une featurette sur le doublage, sur les doubleurs D'accord. en français. Donc oui, ça m'avait passionné de découvrir le visage des doubleurs qui faisaient Harry Potter et tout ça, qui ont grandi en même temps que les acteurs. Du coup, c'était super intéressant. Ça m'a fasciné. Et alors, du coup, c'est venu assez jeune, je crois, la chaîne YouTube. Je crois que t'étais encore ado, il me semble, non? Ouais. Et Pas sous la forme actuelle, mais j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube quand j'avais 12-13 ans. c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et qu'est-ce que tu voulais montrer à ce moment-là? Et ouais, quelle Et était ben, ton ambition? la toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube, alors ça date il y a très longtemps, je devais avoir la fin de mes 12 ans. C'était j'apprenais à faire des effets spéciaux et j'avais essayé de faire un kamehameha devant ma caméra de très mauvaise qualité, animé image par image sur Paint, juste parce que j'avais envie de savoir comment tous les autres faisaient. Il y avait plein de gens sur YouTube qui faisaient des kamehameha ou alors qui avaient des sabres laser, et je me disais il faut que je trouve le truc, il faut que je vois comment on fait aussi bien qu'eux. J'avais pas forcément la technique, mais j'avais envie d'essayer. Et la première vidéo que j'ai postée, je me souviens, c'était ça, c'était 10 secondes de tentative d'effets spéciaux pour faire comme tous les autres à l'époque sur YouTube, parce que au début YouTube, il y avait beaucoup de ça, il y avait beaucoup de gens qui essayent de faire des effets spéciaux et qui réussissaient beaucoup mieux que moi. Ils avaient After Effects, c'est tout. Ils avaient After Effects, voilà. Moi j'avais Paint et Windows Movie Maker. Mais je le savais pas, moi. Ah oui, c'est impressionnant quand on voit les choses. Mais du coup, c'est intéressant de voir cette envie de faire les choses. En fait, tu as toujours eu envie de décortiquer et reproduire finalement. C'était Ouais. inventeur, quoi. C'est-à-dire comprendre bien. comment on fait et le faire à ta manière. Du coup, là, comprendre les effets spéciaux, c'est sur After Effects, mais toi, tu les fais avec Paint et C'est ça. et t'arrives à un résultat quasi équivalent. J'irai pas jusque-là, mais j'arrivais à un résultat, c'est déjà pas mal. Oui, Oui, non, c'était l'idée d'essayer de refaire avec un bout de carton et du scotch ce que je voyais, quoi. Et je pense que c'est une approche que j'aime beaucoup, même aujourd'hui, d'essayer de pousser un petit peu les limites de ce qui est possible de faire quand on est tout seul. Par exemple, moi, depuis le confinement, mes vidéos, c'est très tout seul dans ma chambre. J'essaye de pousser un peu les limites, de voir comment est-ce que je peux donner un peu de mouvement, un peu de vie à mes vidéos, alors qu'il n'y a que moi, ma caméra, que je dois courir de ma caméra à l'endroit où on me filme. Ça doit pas être facile, homme orchestre. Surtout que maintenant, les vidéastes YouTube, ils font tout. Montage, prise de son, prise vidéo. Le montage, c'est un truc qui m'a très vite fasciné. Je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues qui n'aiment pas faire leur montage et qui n'attendent que le jour où ils pourront payer un monteur. Moi, j'adore faire du montage. C'est l'écriture du film, l'écriture finale du film, plus ou moins, et c'est passionnant. J'adore. Alors que je sais, c'est pas un truc que les gens aiment en général, mais... Alors c'est primordial, et justement, est-ce que tu as une sensibilité maintenant, ou même avant, au cinéma,
par rapport au montage, est-ce que c'est quelque chose qui te touche plus que le reste? Parce que tu vois vraiment comment, est agencée l'histoire et amener l'histoire? Ouais, ouais, clairement, le montage au cinéma, c'est un truc que je remarque tout de suite, surtout depuis que je me suis vraiment beaucoup mis à YouTube, il y a 5 ans, parce que j'en fais beaucoup, du coup, je monte tout le temps et maintenant quand je regarde un film, évidemment, je me dis: «Mais comment il a fait? Oh malin ça! Ouh le petit passage, les petites transitions là, les petits swipes, ouh!» Et surtout, ouais, il y a la façon dont le film est découpé, pour raconter son histoire. Ce que j'adore, c'est que c'est très personnel pour un monteur et genre quand je regarde un film, si je peux ressentir le travail du monteur, si je peux me dire, ça c'est quelque chose que moi j'aurais jamais fait, jamais j'aurais enchaîné ces deux plans-là, ou jamais j'aurais fait ça, bah, ça me parle, j'ai l'impression que le monteur me parle à travers le film, donc j'ai tendance à apprécier. Et ce langage-là, en fait, du montage, est-ce qu'il y a des cinéastes qui, plus particulièrement, te touchent avec ce montage? Est-ce que tu as des noms qui te viennent, tout de suite quand on te dit montage extraordinaire? Alors, j'aime beaucoup les films de Bong Joon-ho qui sont incroyables et où je trouve que le montage est malin. Il y avait Okja que Ouais. j'ai vu récemment. J'ai trouvé la façon dont il montait. Il y a une scène dans Okja où la petite héroïne qui est coréenne rencontre des activistes américains et il y en a qu'un qui est américano-coréen et qui du coup peut faire la traduction. Et la façon dont le montage va accélérer petit à petit au long de la scène, en effaçant petit à petit le rôle de l'interprète, pour qu'à la fin, en fait, la gamine, elle parle directement avec les Américains qui répondent en anglais. J'ai trouvé, niveau montage, c'était incroyable. Je me suis dit, à aucun moment, en fait, ça te saute aux yeux. Et justement, moi, ça m'a sauté aux yeux parce que du coup, je suis revenu en arrière pour la regarder parce que je me suis dit, mais comment il a fait pour que je ne remarque pas que l'interprète disparaît et que d'un coup, maintenant, les deux personnages qui ne parlent pas la même langue se parlent. J'ai trouvé ça incroyable. Alors moi, je suis un énorme fan d'horreur. Mmh. Le cinéma d'horreur, je pense qu'on revient à cette image terrifiante du petit garçon face au cheval noir, mais j'aime avoir peur, ou bien j'aime qu'on essaye de me faire peur. Et parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on aime trop l'horreur, on finit par être un petit peu immunisé. Mais ça, ouais, c'est mon genre, le genre de l'horreur. Et le genre du zombie, qui en particulier m'a toujours intéressé parce qu'il a une esthétique particulière, parce que très souvent, le zombie, plus que l'horreur, est excessivement codifié. Et quand, comme moi, on aime décortiquer, avoir un genre aussi qui suit des rails, limite, c'est fascinant. Parce que justement, c'est là que brille la différence dans un genre où les limitations sont gigantesques. Et pareil, c'est encore un film coréen qui était ma dernière grosse découverte niveau zombie. C'était le dernier train pour Busan. Super, il est juste incroyable. Mais c'est un des meilleurs films de zombies que j'ai vu de ma vie. Il est magnifique. Et j'arrête pas de perdre mes écouteurs, c'est terrible. Je bouge trop les mains. Mon côté sudiste. Et tu as vu la suite? Il y a eu Ouais. un deuxième. Ah, ça, je ne savais pas. Ah bah, alors que je regarde. Voilà. Il est bien. Je ne l'ai pas vu encore et j'ai entendu beaucoup de gens déçus. Mais je suis quand même très curieux de le voir. Ah bah, moi aussi. Je me demande où on peut aller après la fin, mais ok. C'est un problème que j'ai souvent avec les films de zombies, c'est que j'aime beaucoup les premiers, mais les suites, par exemple, Ouais. pour Romero, j'aime beaucoup les premiers. Et quand on arrive sur les suites dans les années 80, j'aime moins. Ouais. T'aimes bien les 2 premiers en gros et Ouais, c'est à peu près après ça. Ouais, c'est la nuit des morts vivants, le jour des morts vivants, et c'est tout. alors moi j'ai bien aimé un qu'il a fait au début des années 2000 où, Ah oui, oui, oui. il Land of the repose Dead. ouais et là, Ouais, c'est bien. il interrogeait un peu, la figure du zombie et on se mettait plus du côté du zombie. Ouais, C'était intéressant. ouais. Mais ils sont tous intéressants, hein, mais c'est vrai que oui, Oui. moi je crois que c'est les 3-4 qui sont c'est les années 80, c'est kitschoun, mais parfois j'aime quand c'est kitsch, mais celui-là c'est mauvais kitsch. Et ouais, après ouais, il y a un retour de forme. Ensuite il est parti dans le found footage avec Survival of the Dead, donc c'était un peu on suit un gimmick, ça m'a moins plu.
Même si ce qu'il a fait avec, c'est mieux que beaucoup de ce qui a été fait dans les années 2000 avec le fan footage. Mais c'est pas dur parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est un genre que t'aimes bien, le fan footage, ou c'est... C'est un genre qui me fascine un peu. Il me fascine déjà à cause de ses racines, parce que le fan footage, si on regarde, ça remonte un petit peu à la littérature et au roman épistolaire, et à toute cette idée que voilà, le médium qu'on observe, il existe dans la diégèse. Donc voilà, si on lit un roman épistolaire, les lettres sont de véritables lettres qui ont été écrites par le personnage. Là, c'est pareil, la caméra est dans l'histoire. Je trouve que c'est fascinant pour ce que ça raconte. Le problème, c'est que c'est un genre qui a souffert de son succès au début des années 2000. Il a été très populaire et il coûtait très peu cher à produire. Donc il y a eu des camionnettes remplies de films de fan footage, et du coup, c'est très dur de s'y retrouver. Alors après, des fois, on trouve des perles et ça fait plaisir. Mais des fois, c'est du gimmick. Donc, il faut creuser pour trouver le bon fan footage. Il existe, mais il n'est pas évident à trouver. Alors, j'ai vu qu'un de tes films de chevet, si je me trompe pas, c'est Spider-Man 2. Oui. C'est ça. Tu l'as découvert ado, enfant? Enfant, du coup. Je l'ai découvert au cinéma. C'est mes premiers souvenirs à peu près clairs d'être allé au cinéma. Il y avait Harry Potter 1, il y avait les 2 Spider-Man, il y avait Le Seigneur des Anneaux. C'est des trucs qui m'ont marqué. Le film Final Fantasy aussi. Pas pourquoi je m'en souviens, mais je me souviens qu'il m'a marqué. Celui qui était en CGI, ouais. Ouais. Parce que c'était une grosse claque à cette époque-là. Maintenant, quand on le voit, il est un peu rigide, mais à l'époque, c'était la première fois qu'on voyait un aussi long métrage, aussi maîtrisé, avec des points de caméra inédits par la 3D. Donc c'était une claque. Je dois ne pas l'avoir revu depuis sa sortie. Donc il faudrait que je lui redonne une chance, parce que moi, mes souvenirs sont très flous, mais je me souviens avoir pas aimé. J'avais, je crois, 6-7 ans, donc j'étais peut-être pas dans l'état d'esprit pour comprendre ce qui se passait. Mais ouais, non, oui, Spider-Man 2, très clairement, c'est un film que je peux regarder, mais en boucle. Y a pas de souci. Alors, pourquoi le 2 et pas le 1? Qu'est-ce qui se passe de plus? Alors, c'est des films qui sont très similaires, le 1 et le 2, mais je trouve que le 2 est plus équilibré. Dans le premier, il y a... On trouve ses marques. À la fois Sam Raimi, je crois que c'est son premier gros film hollywoodien, il trouve ses marques. Les personnages sont pas encore bien établis, et je pense que c'est aussi un truc une préférence personnelle, c'est que les origin story, je trouve que bon voilà, t'en as vu une, tu les as toutes vues, et au bout d'un moment c'est lassant, parce que voilà, faut établir plein de trucs, alors que Spider-Man 2 est ce que j'appelle une bonne suite, parce qu'il comprend qu'on n'a pas besoin de tout réétablir. On sait ce qui est là, on réétablit juste un petit peu au cas où pour être sûr, et on y va direct. On fonce dans le vif du sujet, on reprend l'histoire, et il peut se regarder même sans avoir vu le premier, justement grâce à ça, parce que bon, il prend 2 secondes pour nous montrer qui sont les personnages, les enjeux. Voilà. Peter veut Mary Jane, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Et le film, il va direct, quoi. Il nous raconte son histoire. Il est amusant, il est touchant. Il passe par toutes les émotions, en fait. C'est ça qui me plaît, c'est que il a pas qu'une corde à son arc. C'est un film moi, je trouve que c'est un film qui a du cœur. Surtout pour un gros film comme ça, un film à gros budget, blockbuster, je trouve qu'il a du cœur. Il nous raconte cette petite histoire. Il a des personnages qui sont très terre à terre aussi. Ce qui, je trouve, manque beaucoup dans les films plus récents de super-héros. C'est juste, on a le personnage de Tante May, son problème, c'est qu'elle peut plus payer son loyer parce que son mari est mort. Et ça c'est des petits trucs qui donnent vie à l'univers, qui font que on est dedans. On est avec eux, on est à côté de ces personnages, et du coup, pour moi, c'est une expérience de visionnage absolument agréable, quoi. Alors tout à l'heure, tu me parlais de romans épistolaires, le Trooper, il y a un petit fumet de littérature. Est-ce que la littérature est quelque chose de très important pour toi? Je vais répondre tout seul, oui. Mais je veux dire, est-ce que pour toi, c'est plus important la manière dont est racontée l'histoire, par exemple dans Spider-Man 2, que la manière dont c'est fait, en fait? Ouais, j'ai quand même, j'accorde énormément d'importance à la narration sur le papier, donc ce qui serait le scénario. Après, pour moi, la réalisation, les effets spéciaux, c'est aussi des outils narratifs.
C'est-à-dire que si tu reprends l'histoire de Spider-Man 2 telle quelle et que tu la réalises en posant une caméra dans un studio en mode sitcom, c'est pas le même film, c'est pas la même histoire. Tu me racontes pas la même histoire. Donc non, pour moi, évidemment, le scénario est très important, mais la façon dont il est raconté, il est tout autant parce que ça fait partie de ce qui raconte l'histoire. Et d'où te vient cette appétence pour la littérature? Est-ce que c'est des études que tu as suivies et du coup tu nous en fais profiter sur ta chaîne? Ou, c'est purement, autodidacte et tu t'en sers pour pouvoir, produire des vidéos comme ça qui décortiquent, qui relèvent les clichés et tu as des outils comme ça de tropisme, enfin sur la métaphore et tout ça et tu arrives à les appliquer, mais d'où ça te vient au départ, en fait? Alors moi, j'ai pas un parcours très littéraire. J'ai fait un bac S et après j'ai fait un master en langue. Donc un petit aspect lettres, mais pas vraiment parce que j'ai jamais fait d'études de lettres au final. Non, moi je suis un autodidacte. J'ai appris sur Internet avec mon outil principal, c'est le site TV Tropes, qui est un wiki qui recense les tropes. Je suis tombé dessus par hasard un jour, alors que je sais plus ce que je cherchais. Je cherchais des informations sur une web série, je crois, et puis c'est la première page qui est tombée, et j'ai rien compris à ce que je trouvais. Et il m'a fallu, comme j'ai pas compris, ça m'a intrigué, donc j'ai passé énormément d'heures sur ce site à essayer de comprendre c'est quoi un trope, qu'est-ce qu'ils me racontent ces gars-là, je comprends rien à la mise en page du site, je comprends rien à ce qu'ils me disent, et petit à petit j'ai fini par me plonger dans cet univers, je suis devenu accro, totalement accro. Maintenant je peux plus regarder un film sans aller voir sa page TV Tropes parce que j'ai besoin de décortiquer, de voir comment les autres l'ont décortiqué. Et donc voilà, j'ai eu cette base. Et ensuite, évidemment, j'ai regardé beaucoup de vidéastes, surtout anglophones, qui faisaient un peu ça, qui décortiquaient des films, qui analysaient des scènes. Il y avait des vidéastes comme Now You See It, qui est incroyable. Just Right, Nerdwriter, enfin toutes ces chaînes-là qui, pareil, font un petit peu ce que moi j'ai envie de faire. Ils analysent des histoires, ils en parlent, ils essaient de voir qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, et qu'est-ce qui vient, d'où viennent ces éléments, comment les utiliser, pourquoi ils sont utilisés comme ça. Et tout ça, ouais, c'est des trucs que j'ai appris juste au fil de mes aventures sur le net. Mais non, j'ai pas de formation là-dessus. Et pour les spectateurs qui sauraient pas ce que c'est qu'un trope, tu pourrais résumer en quelques mots? Alors un trope, c'est un élément récurrent qui sert à raconter une histoire. Ce qui en fait qu'il est récurrent, c'est qu'il a été utilisé dans plusieurs œuvres. Donc c'est un élément qui va être repris, qui va être emprunté. Et pour expliquer simplement, il faut imaginer que les histoires, c'est des maisons et que les tropes sont des briques. Ces briques, elles existent, elles sont déjà toutes faites. Mais la façon dont tu les utilises, que tu les mettes à l'envers, horizontalement, verticalement, que tu ne les utilises pas, et ben ça dépend de toi. Et quand tu racontes ton histoire, tu prends ces briques, tu construis la maison que tu veux avec. Mais il faut reconnaître que les briques, elles ne viennent pas de toi et qu'elles se partagent entre tous les auteurs. Alors tous les auteurs, j'imagine que ça vaut aussi pour tous les genres, du coup? Aussi Oui. bien jeux vidéo que cinéma, que littérature. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre ces médias pour toi, au niveau des tropes? Ou c'est vraiment on a une base de tropes, allez, je sais pas, 50 tropes, à la base et on peut faire tout, Il y a des Minecraft, archétypes. quoi. Il y a des archétypes qui sont. On peut pas éviter la plupart des gros archétypes, à part si on fait un effort conscient pour ne pas le faire. Et dans ce cas-là, ça devient du postmodernisme. On essaye à tout prix de lutter contre ce qui a déjà été établi. Mais il y a des archétypes auxquels on ne peut pas échapper. On aura toujours un protagoniste, on aura toujours des antagonistes ou bien une force antagonistique. Et que ce soit un jeu vidéo, un film, un livre, on ne peut pas échapper à ça. Par contre, sur ces bases, il y a tellement de branches, c'est comme un arbre avec des branches gigantesques, on va jamais raconter la même histoire. Et même si on utilise les mêmes tropes, on peut les arranger différemment, mais en même temps, on va jamais utiliser vraiment les mêmes tropes. Et après, évidemment, il y a des tropes spécifiques au médium, des tropes de réalisation, des tropes de gameplay pour le jeu vidéo, des tropes graphiques pour la BD, par exemple. Donc du coup, voilà, il y a toujours des spécificités. Mais ouais, je pense qu'il y a une sorte de bloc de base. Comme tu dis, de peut-être 50 tropes, mais sans doute plus. Je dirais, une 500 tropes que tu ne peux pas éviter. Je pourrais pas te faire la liste tout de suite, mais il y a un cœur
de trope qui revient dans toutes les histoires, qui, je pense, est lié à l'expérience qu'ont les hommes de la vie, ou bien qu'on a dans notre civilisation, parce que aussi les tropes sont... Enfin, ils sont pas tous très universels, il y a des façons de raconter des histoires qui sont pas les mêmes selon les cultures, mais il y a quand même des trucs qui reviennent entre les cultures et qui vont être liés à une expérience un peu universelle de la vie, et les histoires s'inspirent à la base de la vie, donc je pense qu'on a cette base solide qui existe et qui relie un peu tout. Et du coup, c'est intéressant d'aller voir ailleurs comment c'est raconté, et puis souvent on est surpris. Je me souviens moi, à titre perso, c'était la découverte des mangas. C'est une autre manière de raconter les histoires, et ça m'a complètement emporté. Et toi, de la même manière, est-ce que, par exemple, dans ton genre de prédilection qui est l'horreur, est-ce que tu as des films qui ont réussi à te sortir du trope, à se sortir du trope et à t'étonner, à t'embarquer sans que tu sois là à analyser tout, tu vis le truc Je pense que je vis toujours plus ou moins les histoires, même si j'ai envie de les décortiquer et de les analyser. Si je suis pas en train de faire pause, arrêt sur image à chaque frame. Non, en vrai, une très bonne histoire, je serais happé. Je suis plutôt bon public en vrai. Hein, je me laisse très facilement envelopper dans un univers parce que j'ai envie qu'on me raconte une histoire, donc c'est toujours un plaisir. Là, en niveau horreur, la dernière grosse claque que je me suis prise, c'était la série Netflix The Haunting of Hill House, qui est magnifique, incroyable. C'est niveau horreur, tous les codes sont là, et la façon dont ils sont utilisés, c'est ni à contre-courant, c'est ni complètement sur le modèle. Ils trouvent leur voie avec ça, et j'ai trouvé que la façon dont c'est fait, que ce soit au niveau réalisation ou histoire, c'est de l'or en barre. C'est une très bonne découverte. Et en film, il y avait Hereditary. C'est ce que j'allais te poser. J'allais te parler de Midsommar, moi, du coup. Ah. Mais c'est le même réalisateur. Oui, c'est quelqu'un qui, justement, va fouiller dans l'horreur et donne autre chose. C'est quelque chose qui t'a... J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. J'ai préféré Hereditary à Midsommar. J'ai vu en premier, peut-être que c'est pour ça. Même si les deux sont vraiment très bien. Peut-être que Midsommar était plus classique, alors que Hereditary avait commencé très faible. Alors les premières minutes du film, je suis un peu pas très convaincu. Puis ensuite, il y a une scène que je vais pas spoiler, mais qui est d'une violence extrême et que tu vois venir, et où tu te dis non, il va pas faire ça, il va pas faire ça, c'est pas possible, et il le fait. Et tu te dis, en tant qu'auteur, où est-ce que tu vas une fois que tu as fait ça dans ton film? Et alors, je suis d'accord que le troisième acte du film laisse un peu à désirer, mais toute la moitié, tout le deuxième acte, juste le fait d'avoir fait ça, d'avoir intégré un élément aussi intense, ça... Là, tu parles dans Midsommar Non, je parle de Hereditary. Oui, d'accord. Dans Hereditary, mais je ne vais pas raconter aux gens, mais... Non, parce que ça marche aussi pour Midsommar. C'est-à-dire que le deuxième acte, il se passe quelque chose, et puis après, c'est un peu plus faible. Et sur Midsommar, oui, ça m'a moins emballé. J'ai quand même trouvé cool, hein, mais Midsommar, il y avait un côté vraiment plus classique. Je trouve qu'il rentrait plus dans les codes de ce à quoi je m'attends dans un film d'horreur. Donc du coup, ça reste agréable parce que je suis sur une attraction que je connais. Mais Hereditary, il est allé dans des directions scénaristiques qu'on ne voit que trop rarement. Et alors, du coup, dans l'horreur, tu disais que tu cherchais un peu à te faire peur. Alors, tu as parlé du genre zombie. Sinon, qu'est-ce qui t'attire? C'est l'épouvante? C'est le gore? Alors, je suis pas un grand fan de gore. Non, pour moi, c'est une bonne histoire d'horreur. Elle peut ne montrer aucune goutte de sang. Il y a pas de souci. Pour moi, c'est pas visuel. C'est plus, ça doit être du ressenti. Si une histoire me fait peur, c'est que le réalisateur, il a une conscience musicale du rythme. L'horreur, c'est de la musique, c'est du rythme. Faire peur à quelqu'un, c'est faire monter la tension comme on fait monter un orchestre. Et souvent, c'est avec un orchestre qu'on le fait. La bande-son de l'horreur est un outil incroyable. Ouais, il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait, en gros, qu'on happe ton âme dans cette histoire. Il y avait The Lighthouse avec Willem Dafoe et Robert Pattinson, qui, je trouve, au niveau du rythme, était vraiment très bon. Et qui était une bonne découverte aussi.
Euh, j'ai besoin que le film euh, n'essaye pas de me faire peur avec des techniques faciles, avec un chat, Jumper. le chat sur la poubelle qui fait Mhm. voilà, ou bien juste en montrant du sang, du gore. Enfin, moi, je suis un peu désensitivisé parce que comme j'aime beaucoup le genre du zombie, du gore, je peux en voir, j'ai l'habitude, ça ne fait pas grand chose. Alors que si jamais tu peux me faire peur sans rien me montrer, là je me dis, tu tiens quelque chose. Il y D'accord. avait un autre film, c'était Sinister, qui je trouve était très très bien dosé niveau rythme et qui n'avait pas besoin de montrer de gore pour faire peur. Très bon film d'horreur. Pas vu la suite. Voilà. Est-ce que tu as envie de la voir ou tu veux en rester sur... Je suis sur ma très bonne impression du premier, alors je sais même pas si j'ai envie de revoir le premier parce que ça fait un petit moment déjà. Est-ce que tu revois les films d'ailleurs? Est-ce que tu es quelqu'un qui revoit plusieurs fois les films? J'imagine, ne serait-ce que pour faire tes montages et tout ça, tu es obligé de... Moi, quand je fais une vidéo dessus, il faut que je les revoie quelques fois, mais même en général, oui, j'aime bien revisiter des films que j'ai appréciés. Ça dépend lesquels. J'ai des films, comme tu dis, des films de chevet que je vais toujours me faire un plaisir de revoir. La trilogie du Seigneur des Anneaux, je peux revenir dessus mais tout le temps. Tu plonges dans cet univers, c'est incroyable. Les films d'horreur, j'ai tendance à les apprécier comme une expérience assez unique. C'est rare que je les regarde une deuxième fois. Parce que j'ai besoin de passer au prochain film. J'enchaîne. Après, c'est rare que je regarde un film d'horreur plusieurs fois de suite. Ou une série d'horreur même. Je sais pas. J'aime beaucoup le genre, mais j'en abuse pas. C'est un plaisir. C'est comme le chocolat, il faut pas trop. Tu veux pas avoir de crise de foi, quoi. C'est ça. Je ne veux pas risquer la crise de foi devant un film d'horreur. Alors, ta chaîne est très protéiforme, tu as beaucoup de choses dessus, on sent l'envie d'occuper le terrain de l'imagination et de l'imaginaire et aussi de l'analyse. Est-ce que tu as des envies, toi, de créer? J'ai vu que, par exemple, tu avais fait la série La Page Blanche, et en parallèle, on assistait à la création de toi, de ton propre écrit. Alors d'une part, je voudrais savoir si ça aboutit à quelque chose après. Est-ce que c'est quelque chose que tu présentes à des éditeurs ou qui a intéressé quelqu'un? Ou c'était purement un exercice de style pour la... C'était un exercice de style purement. D'accord. Il y a eu l'intérêt d'en faire quelque chose de plus. Je pense que ces exemples-là sont très bien pour illustrer mon propos, mais c'est pas forcément des histoires qui, je trouve, ont beaucoup de mérite en elles-mêmes. En tout cas, je juge ça comme ça. C'est pour ça aussi que j'ai, par exemple, dans la saison 2, à la fin, j'ai dit aux gens que je leur offrais les personnages qui avaient été créés. Ne raconte pas la fin, j'ai pas vu encore. Non, je rigole, vas-y. Je raconte pas la fin de l'histoire, mais désolé, oui, à la fin, j'offre les personnages à tout le monde. Je dis que ces personnages sont libres pour moi, que n'importe qui peut les utiliser parce que ils seront beaucoup plus intéressants entre les mains de n'importe qui d'autre qu'entre les miennes. Mais est-ce que tu as des velléités de création du coup? Parce que j'ai vu que tu avais tourné par exemple dans des courts-métrages. J'imagine que toi-même tu as dû en faire ou tu as la volonté d'en faire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ah oui, clairement. Là, actuellement, j'ai un projet d'écriture que je vais révéler très bientôt sur ma chaîne. Scoop. Scoop. Je sais pas quand cette vidéo sortira, ça sera peut-être déjà passé. Mais du coup, oui, j'ai un projet d'écriture, une web novel, du coup, un roman en ligne disponible gratuitement. Parce que j'écris énormément de choses à côté dans le but dans l'espoir de les faire publier, mais évidemment, au bout d'un moment, on a envie d'être lu. Et je me dis, quitte à faire, je vais avoir cette histoire-là que je vais présenter aux gens juste pour donner quelque chose au monde à lire, plutôt que de tout garder pour moi en me disant peut-être qu'un éditeur le voudra. C'est peut-être un peu naïf, mais j'ai juste envie qu'on lise mon histoire. Pour ce qui est des courts-métrages, évidemment, j'ai des projets. Ça fait très longtemps que je veux en faire. J'aurais dû en faire déjà, mais il y a eu le confinement qui fait que ça a été un peu compliqué. J'ai un script actuellement qui est dans les bacs. J'attends d'avoir la possibilité de le faire. Et sinon, ouais, pour le moment, en fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir développer suffisamment ma chaîne YouTube pour me permettre ensuite de développer des budgets, de développer des équipes pour pouvoir raconter mes histoires par ailleurs, en sachant que voilà, sur YouTube,
La fiction, c'est difficile, il y a très peu de demandes, il y a très peu de retours sur investissement, ça coûte quand même cher en général de faire de la fiction. Donc j'attends d'avoir un petit peu plus de capacité de perte, parce que je pense que si je fais de la fiction, ce sera à perte et c'est pas grave. Raconter des histoires, ça m'apporte plus que d'avoir un retour, que d'avoir des profits. Et du coup, voilà, peut-être que je vais m'orienter vers des trucs qui me permettent quand même de faire un petit peu de fiction sur ma chaîne, ou bien ailleurs sur Internet, en attendant des choses plus petites. Voilà, par exemple, court-métrage, par exemple, des fictions audio, je ne sais pas. Mais j'aimerais beaucoup raconter plein d'histoires. Ça, c'est un truc. Voilà, j'écris beaucoup sur mon temps libre, j'écris beaucoup dans mon coin. Et à chaque fois, je me dis, ouais, c'est bien ce que j'ai fait, mais j'ai envie d'en faire un film ou j'ai envie d'en faire une trilogie de bouquins. Et donc, à chaque fois, ça sort pas. Donc, c'est un peu con. Et du coup, je me demandais aussi, est-ce que tu avais un parcours de comédien? Parce que tu te mets beaucoup en scène, c'est un personnage que tu as créé, très, très enjoué et très prolixe et bavard. Est-ce que c'est quelque chose que tu as créé au fur et à mesure ou c'était là d'emblée? Est-ce que tu as une formation pour jouer? Est-ce que... Alors, j'ai fait du théâtre en amateur, donc dans des clubs. J'ai pas de formation d'acteur, mais j'ai quand même fait pas mal de théâtre. Et oui, non, le personnage du Tropper s'est créé au fur et à mesure que je développais la chaîne. C'est aussi une façon de prendre de la distance. Parce que, évidemment, quand on se met en ligne comme ça, quand on se montre au monde, on est un petit peu vulnérable. Et c'est plus facile d'avoir ce personnage derrière lequel on peut se cacher, qui est un peu grandiloquent, qui est un petit peu excentrique et qui n'est pas forcément exactement qui je suis. C'est une version de moi que je suis content de montrer. Et ouais, non, il s'est créé petit à petit au fur et à mesure, et je pense qu'il continue de se créer à chaque fois que il y a des nouveaux traits de personnalité qui se développent selon comment je me sens quand j'écris, et puis je les intègre et je vois si ça marche pas. La personnalité de ce personnage du Tropper évolue, et il y a plusieurs personnages du Tropper selon les types de vidéos aussi, donc c'est assez fluide, c'est selon les besoins de la vidéo. On parlait de passeurs au début, quels étaient éventuellement tes frères ou tes parents. Toi-même, tu te sens passeur à présent? Avec cette chaîne, par exemple? J'essaye. Peut-être pas de faire passer forcément les œuvres, même s'il y a certaines œuvres dont je parle où à chaque fois il y a quelqu'un dans les commentaires qui va dire ah ben je connaissais pas, du coup j'ai regardé, j'ai aimé, ça fait toujours plaisir. Je pense que j'essaie aussi de passer une certaine philosophie une façon d'apprécier les histoires, une façon de regarder les films différemment, parce qu'on est dans une culture actuellement qui nous laisse observer les plus sombres côtés de la cinéphilie, de la culture des fans. Il y a énormément d'histoires de harcèlement, d'histoires de gens qui juste se comportent de façon indécente parce qu'ils n'ont pas aimé un film, ou bien et ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc souvent, par exemple, si je vais parler d'un film que j'aime pas, j'essaye de toujours garder une bienveillance. Et je pense que c'est plutôt ça que j'essaie de passer, plus que les œuvres en elles-mêmes dont je parle, même si c'est toujours un plaisir de les faire découvrir. C'est une approche de la fiction qui prend en compte le fait qu'il faut garder nos distances, il faut pas non plus se noyer dedans, se perdre dans des comportements. Le divertissement est là pour nous divertir, parfois il est là pour nous faire réfléchir, mais il est jamais là pour nous rendre fous, pour nous rendre dangereux. C'est un peu ça que j'essaie de faire passer aussi. Je sais pas si ça passe, mais j'essaye. Si. Et par exemple, quand tu fais la page blanche, là, il y a clairement une ambition pédagogique. C'est presque une masterclass. C'est presque un atelier, en fait, un atelier d'écriture. Là, quelle est ton ambition là-dessus? C'est vraiment partager, pousser les gens à écrire? Oui, peut-être pas les pousser, mais en fait, peut-être. Je pense que cette série, elle est née du fait que très souvent, quand je parlais de tropes sur la chaîne, j'avais des gens qui me posaient des questions sur leurs propres histoires, et à chaque fois, je voyais souvent les mêmes questions revenir, en fait, les mêmes interrogations, et très souvent, en fait, il y a quelque chose qui me faisait un peu mal au cœur, c'est que beaucoup de gens commençaient en se dévalorisant, en se disant bon bah voilà, moi j'y arriverai jamais, j'ai commencé une histoire, mais j'en ai commencé 10, j'ai jamais réussi à les terminer, ou bien je l'ai commencé, je la trouve nulle, j'ose pas la montrer aux gens. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire un guide d'écriture qui décomplexe les gens sur leur écriture, sur ce qu'ils vont écrire, sur leurs œuvres. C'est un peu le message que j'essaie de faire passer à chaque fois, c'est il faut
pas vous dire que vous allez créer une œuvre incroyable, parce que vous mettez la pression. Il faut apprécier le fait de créer en soi. Il faut passer par le fait d'apprendre. Il faut trébucher pour avancer. Et j'essaie de faire passer ces idées pour que je pense ces gens qui n'ont pas confiance dans leurs histoires se rendent compte que c'est normal. C'est normal de ne pas avoir confiance, c'est normal de se trouver nul, et qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut surtout pas s'arrêter là, parce que moi, en fait, j'essaie d'imaginer si jamais je m'étais arrêté en me disant, ah bah, je vais pas faire des vidéos parce que je suis nul, je vais pas écrire des bouquins parce que je suis nul, je vais pas faire d'études parce que je suis nul, bah, je serais jamais allé nulle part, et c'est dommage, parce qu'au final, je me suis fait violence, et ouais, j'ai rencontré des obstacles, j'ai surmonté, et je me suis rendu compte que, bah oui, j'étais nul, mais c'est pas grave, je me suis amélioré. T'es nul, mais tu as 100 000 abonnés. Mais je suis moins nul maintenant, ou je suis un nul reconnu, un nul apprécié, je ne sais pas. Et est-ce que ça t'intéresserait de faire du script doctoring, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui, vu que tu pointes tout le temps le cliché, ce qui va pas, même quand tu fais les résumés, tu pointes toujours les nœuds narratifs qui sont un peu foireux. Est-ce que ça t'intéresserait à terme de faire du script doctoring? Alors j'en fais pour des amis, souvent, qui viennent me voir avec des projets. Le truc qui fait que j'en fais pas plus sérieusement, plus professionnellement, c'est juste un manque de temps. Pour le moment, en tout cas, j'aurais pas de temps dans mon emploi du temps, parce que si jamais je me lance dans du script doctoring, il faut que je puisse me poser calmement sur chaque script, et c'est énorme, c'est très chronophage comme activité, parce qu'il faut se plonger dans l'univers que quelqu'un d'autre a créé, essayer d'envisager sa vision, se mettre à sa place, et essayer de trouver ce que lui n'a pas vu en même temps. Et si jamais un jour mon emploi du temps se libère un petit peu plus, si jamais j'arrive à mieux gérer voilà, c'est peut-être qu'un jour on peut y croire, j'aurai une équipe qui me permettra un peu de me délester d'une partie du travail, et ben peut-être que là, ouais, je pourrais me mettre à faire plus de script doctoring, parce que oui, c'est quelque chose que j'aime bien aider les gens à voir, à réaliser leur vision, et à se rendre compte parce que c'est le truc le plus difficile à avoir en tant qu'auteur, c'est le recul. Et si je peux les aider à avoir ça, moi j'aime bien. C'est quelque chose que j'apprécie déjà de faire. Ah, merci.